Salut tout le monde, vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo unboxing, un unboxing de Noël et on peut dire que j'ai vraiment été gâté. Dans ce gros unboxing, il y a des choses qui me viennent des abonnés, il y a des choses qui me viennent du site PC Boost et il y a certaines choses que j'ai achetées moi-même tout simplement parce que faut bien se faire plaisir aussi. Dans mes vidéos unboxing, j'explique à quoi correspondent chaque composant, leurs petites histoires et surtout leurs caractéristiques techniques. J'ai pas envie de faire des simples vidéos où je vous montre des composants sans donner plus d'informations. Et surtout, en fin de vidéo, je vais tester un vieux PC de la fin des années 90. J'étais vraiment pressé de voir ce que ça donnait et en plus de ça, je fais une petite upgrade de ce PC là. Je vais le mettre dans la miniature, donc si vous n'avez pas la patience de voir tout l'unboxing, vous avez les chapitres dans la description si vous voulez aller voir directement ce que vaut ce PC. Dans les colis que j'ai reçus, je vous ai dit qu'il y avait deux colis qui me viennent du site PC Boost. En réalité, ça vient plus précisément de Conrad qui est rédacteur pour le site PC Boost. Je sais pas si on peut vraiment parler de sponsor, j'ai plus envie de dire qu'on est entre deux passionnés qui se donnent des coups de pouce. De son côté, il fait quelques articles où il parle de rétro hardware et notamment de la chaîne Hardware Archive. Et de mon côté, je parle de temps en temps de ce site, surtout qu'il y a des choses intéressantes. Je l'ai dit dans la précédente vidéo, mais il vient d'ouvrir un forum dédié au rétro hardware. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Et c'est vraiment pas mal parce que ça permet de pas mal s'entraider. C'est pas toujours évident de faire du rétro hardware, par exemple, pour trouver les pilotes. Mais il y a aussi des posts, surtout même des posts où les gens présentent tout simplement leur PC. Et sur le site en général, ils font aussi des news sur le hardware en général. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Allez, ça suffira pour cette introduction, on commence le déballage et vous allez voir, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Donc ce qu'on peut déjà voir, il y a un vieux PC de la fin des années 90, un PC du début des années 2000, et dans les cartons, ça va de début 2000 jusqu'à fin décennie 2000. On va commencer par ce que m'a envoyé Conrad de PC Boost, qui est lui aussi un passionné de rétro hardware. Le premier élément, c'est une alimentation qui nous vient de Xilinx. Elle a rien d'exceptionnel, mais ça me permettra de faire un bon PC avec ça. Elle fait 500 watts et c'est suffisant pour faire des configs plutôt intéressants. On passe maintenant à une boîte qui contient visiblement une carte graphique Radeon HD 2600 XT. Je remarque qu'en haut à droite, il y a écrit AGP x8 et ça c'est plutôt pas mal parce que des cartes de cette génération en AGP, c'est plutôt rare. C'est des cartes qui datent de 2007. Et à cette période-là, le PCI Express était déjà très bien installé. En plus de ça, les Radeon HD 2000 se sont pas mal fait éclipser par les cartes d'NVIDIA de l'époque, à savoir les GeForce 8000. Ce qui rend cette carte-là encore plus rare. En plus, avoir une carte comme ça en boîte, c'est plutôt cool, surtout que visiblement, le bundle a l'air complet. J'ai la notice, les pilotes, la connectique qui va avec. Bref, je pense que le bundle est complet et ça fait vraiment plaisir. Ça me fait une belle petite carte milieu de gamme à ajouter dans ma collection. Il m'a ensuite mis un lecteur de DVD Asus en IDE, c'est toujours pratique pour monter des vieux PC. Il y a aussi un lecteur de disquette, pour le coup je pense pas en avoir vraiment l'utilité, mais ça peut faire sympa sur une façade pour refaire un vieux PC aussi. Pour la suite, il s'agit d'une carte mère. Pendant le transport, le ventilateur est détaché, j'espère que ça n'a rien endommagé. En tout cas, je reconnais directement pour quel type de processeur elle est faite pour les processeurs Athlon XP. Ils sont simples à identifier parce qu'ils font partie des rares processeurs desktop qui n'ont pas d'IHS. C'est-à-dire que le die est directement visible, on met directement la pâte thermique sur le die. C'est plutôt rare sur les processeurs de PC de bureau, c'est pour ça qu'on les reconnaît assez facilement. Concernant la carte mère, pour la carte graphique, on est sur du AGP qui est commun pour cette époque-là. On a pas mal de ports PCI et surtout un chipset NVIDIA Enforce. Et on a 3 slots mémoire pour pouvoir y loger de la DDR. Le processeur qui est dessus est un Athlon XP 2400+, qui est cadencé à 2 GHz, c'est vraiment pas mal. Concernant le refroidissement qui va avec, c'est un Thermaltake de l'époque qui est tout à fait classique, mais qui fera très bien le travail. C'est vraiment un petit combo qui est très intéressant du tout début des années 2000 et vraiment ça permettra de faire un bon petit PC de cette période-là. Pour la suite, il s'agit visiblement d'un sachet qui contient des barrettes de RAM, on va voir de quelle mémoire il s'agit. On commence par 3 barrettes de 1 Go DDR2 667, c'est l'entrée de gamme de la DDR2, mais c'est toujours utile. Ensuite, 2 barrettes Value Select de Corsair, j'ai pas d'informations, ça ressemble à de la DDR2. Et pour finir, 2 barrettes de 512 mégaoctets de DDR1 VData, cadencé à 400 MHz. C'est toujours utile pour se faire des machines, on passe à la suite. Cette fois-ci, on a plusieurs choses qui sont dans une boîte de carte mère, mais visiblement ce n'est pas une carte mère. On va commencer par le disque dur qui se situe à l'intérieur, et là par contre c'est très intéressant. Je reconnais directement, il s'agit d'un Western Digital Raptor. Pour ceux qui n'ont pas connu, on est sur des disques durs qui sont assez particuliers. Il s'agit de disques durs qu'on a eu dans la deuxième moitié des années 2000, et on peut dire que c'est des disques durs en haute performance. Il s'agit de disques durs qui ont plus de mémoire cache, mais surtout qui ont des disques qui tournent beaucoup plus vite. Là où les disques durs tournent normalement à 5400 tours ou 7200 tours par minute,
minutes. Les Western Digital Raptor tournent eux à 10 000 tours minute. Plus de mémoire, des disques qui tournent plus vite, ça permet d'avoir plus de débit, de lecture et d'écriture sur ces disques durs. Ça reste moins bien que les SSD parce qu'il faut quand même attendre que la tête de lecture se balade sur les disques, mais ça permet des meilleures performances. C'était une tentative d'améliorer la technologie des disques durs, malheureusement ça n'a pas pris, on est resté généralement sur les disques durs en 7200 tours. Il n'empêche qu'on était sur des disques durs haut de gamme et qui fonctionnaient très bien. Leur défaut c'était bien entendu le prix et la faible capacité de stockage. On n'en voit plus du tout parce que les SSD ont rendu totalement obsolète ce genre de disque dur. On a maintenant un sachet qui contient des processeurs, j'ai reconnu un lot de processeurs Athlon XP, je les mets de côté pour le moment, on va voir ce qui se cache au fond. Ça commence par un processeur Athlon 64x2 4000, visiblement vu la date on est sur du socket AM2. Ensuite on a un lot de corps de duo, corps de quad, il y a aussi du Pentium 4 en socket 775. En gros avec ce petit lot de processeurs, on va des tout premiers processeurs en socket 775 au dernier, à savoir les corps de quad 9000. Pour ce qui est du sachet avec les Athlon XP, en réalité il n'y a pas que des Athlon XP. C'est-à-dire qu'il y a aussi des AMD Sempron qui représentent l'entrée de gamme, c'était les concurrents des processeurs Celeron d'Intel. J'ai pas m'étaler dessus, on passe à la suite, il y a encore beaucoup de choses qui nous attendent. Je passe au deuxième colis que Conrad de PC Boost m'a envoyé et on commence par deux nappes IDE qui nous viennent d'MSI. C'est sympa d'avoir des nappes de couleur rouge comme ça et mieux finies que les nappes grises plutôt classiques qui font pas très beau dans les PC. Il y avait aussi Asus qui faisait des nappes de couleur noire qui étaient plutôt sympas. Ensuite il s'agit visiblement d'un IPC d'Asus, alors c'était des PC un peu spéciaux. Il s'agit des premiers PC considérés comme étant ultra portables. Ils tournaient généralement sur des processeurs Atom d'Intel, c'était pas incroyable niveau performance. Vraiment c'était destiné à faire uniquement de la bureautique, à la limite regarder un petit peu des vidéos, faire de l'internet, mais vraiment pas plus. C'était pas foufou comme ordinateur portable, mais c'est intéressant parce qu'il y a eu une tentative d'améliorer les ordinateurs portables et qui a plutôt bien pris. De nos jours, on a beaucoup de PC ultra portables. Je parle jamais de PC portable en général, donc ça pourrait être intéressant de faire une vidéo qui est dédiée à ça. On passe maintenant à une carte graphique et un refroidissement que je connais très bien, étant donné que vous l'avez déjà vu sur la chaîne sur mes deux 7900 GT. C'est un refroidissement qu'on a pu croiser sur certaines cartes graphiques de 2006. Je trouve que c'est plutôt amusant de voir des PCB rouges utilisés par MSI pour des cartes Nvidia parce que c'est pas courant. Il s'agit d'une Nvidia GeForce 7900 GS et c'est cool parce que j'en avais pas. C'est une des rares cartes que je possède pas dans les GeForce 7000. Il va vraiment falloir que je commence à m'intéresser aux ATI Radeon X1000, 1600, les fameuses 1600 XT, 1600 SE, etc. Ça me permettra d'avoir des cartes ATI à opposer aux cartes Nvidia de 2005-2006. On passe maintenant à une carte mère Asus qui est visiblement en socket 775 d'Intel. Rien qu'à l'aspect de la carte déjà, on peut se dire que c'est sûrement une des toutes premières cartes socket 775, donc ça doit être autour de 2006. Il y a un Pentium 4 640 cadencé à 3,2 GHz qui est dessus, c'est dans les tout derniers Pentium 4. Ça peut être sympa pour tester les derniers Pentium 4 d'utiliser cette carte mère là, surtout qu'il y a aussi les Pentium D qui sont les premiers dual-core Intel qui étaient tout simplement deux Pentium 4 collés l'un à l'autre. Sur le carton suivant, ça doit être une carte mère au vu des accessoires pour carte mère que l'on a sur le dessus. C'est bien une carte mère et c'est plutôt une belle carte mère. C'est une carte mère AM2 compatible SLI et ça c'est vraiment pas mal parce que j'en ai tout simplement aucune. Ça peut être intéressant pour faire un PC à base de processeurs Phenom, les tout premiers Phenom, j'ai déjà fait pas mal avec les Phenom 2. Les premiers Phenom étaient pas super appréciés parce qu'il y avait quelques problèmes, certains bugs avec ces processeurs là, ils étaient assez instables et les performances étaient pas non plus incroyables, mais ça pourrait être intéressant de les tester en vidéo justement par rapport à tout ça. Il y a un processeur Athlon 64x2 qui est dessus, c'est un 4000+, ils sont pas incroyables mais ils font quand même le travail. Vraiment sur le socket AM2, fallait mieux prendre les processeurs Phenom qui étaient plus intéressants que les Athlon qui étaient devenus plutôt l'entrée de gamme. Vraiment on peut dire que Conrad s'est pas moqué de moi, il y a des choses très intéressantes, je pense notamment au disque dur Western Digital Raptor. C'était vraiment des disques durs comme je l'ai dit, un petit peu haute performance, on n'en voit plus tant que ça commence à être assez dur à trouver. Donc vraiment merci à lui et puis même pour le reste des composants, j'ai déjà pas mal d'idées de vidéos à faire avec tout ça. On continue le déballage avec un lot qui me vient d'un abonné qui a déposé ça chez mon frère parce que vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de choses. On passe maintenant sur un lot qui m'a été donné par un abonné qui s'appelle Jeffrey et que je remercie grandement. Vous allez le voir, dans ce lot il y a énormément de choses, mais on commence par ce petit carton qui est rempli de disques durs. Ils sont tous en IDE, il y a plusieurs marques, il y a du Seagate, du Maxtor, du Samsung. Je vais rapidement passer dessus, j'ai pas grand chose à dire, c'est tout simplement des disques durs. Je passe donc au carton suivant et vous allez voir c'est bien plus intéressant. Ça commence fort avec une GeForce 4 Ti, plus précisément la 4400. C'est une carte Nvidia de 2002, la 4400 étant
le milieu de gamme et la 4600 le haut de gamme. Il y avait une version 4200 qui était le bas de gamme. Si je me rappelle bien, c'est le même GPU pour les trois cartes, c'est juste la fréquence qui change. La carte est en AGP, elle embarque 128 Mb de DDR. C'est vraiment top pour se faire un bon petit PC du début des années 2000. On passe maintenant à une carte mère AMD, je vois déjà que c'est en socket 939. Il s'agit d'une Asus A8N SLI, c'est donc une carte compatible SLI en 939, c'est vraiment pas mal. Comme tout ce qui est en socket 939, on se situe au milieu des années 2000. J'ai pas beaucoup plus à dire, on passe donc à la suite. On a maintenant une carte mère en socket A, donc c'est pour les Athlon XP, on en a déjà parlé dans la vidéo. C'est une carte mère Biostar avec un chipset VIA, c'est plutôt une bonne carte mère. Elle est compatible SATA et pour une carte mère tout début 2000, c'est vraiment plutôt rare. On retrouve dessus un Athlon XP 2400+, cadencé donc à 2 GHz comme on a déjà vu. On retrouve ensuite encore une carte en 939, il s'agit encore une fois d'une A8N SLI, sauf que cette fois-ci c'est la version premium, un peu plus haut de gamme. J'ai pas vraiment plus à ajouter, on continue. Ensuite, on a encore sur une carte mère en 939, compatible SLI, sauf que cette fois-ci, on est sur le haut de gamme 2 GB. Elle a une carte switch pour pouvoir passer en mode SLI, donc je pense qu'il y a de grandes chances qu'on soit sur un chipset Nvidia Enforce. Il y a dessus un processeur AMD Athlon 64 3500+. C'est un monocore cadencé à 2,2 GHz qui se situe plutôt dans le milieu de gamme des Athlon 64 de l'époque. Pour la dernière carte mère de ce carton, c'est une Asus qui est chez AMD avec un socket AM3+. Il s'agit d'une Saber tous 990 FX et on est vraiment sur une carte mère plutôt haut de gamme. Et vraiment je suis assez content parce que si elle fonctionne, ça me ferait une très bonne carte mère pour tester les Phenom 2 x6. En plus de ça, c'est assez rare à l'époque pour le souligner, elle est compatible à la fois pour l'ATI Crossfire X mais aussi pour le Nvidia SLI. Bref, avec cette carte mère, il y a vraiment moyen de faire une très belle machine. Je passe maintenant au deuxième carton qui me vient de Jeffrey et on commence avec cette carte mère qui est équipée de chipset Intel. Ça ressemble au socket PGA 370 d'Intel et visiblement il n'y a pas d'IHS sur ce processeur, donc il y a de grandes chances que ce soit un Celeron. Un petit peu comme les Athlon XP d'AMD, ça fait partie des rares processeurs sur PC de bureau qui n'ont pas d'IHS. Ce socket est intéressant parce que je pourrais tester dessus à la fois les Pentium 3 tués latin et surtout les derniers processeurs de Série X. Vraiment c'est pas mal parce que les Pentium 3 tués latin, je les trouve bien meilleurs que les tout premiers Pentium 4 qui avaient plutôt du mal à convaincre. Pour vérifier ça, je vais retirer le refroidissement et regarder ça, effectivement il s'agit bien d'un Celeron. Plus précisément un Celeron qui est cadencé à 900 MHz, c'est pas foufou, après les Celerons à l'époque c'était l'entrée de gamme Intel. En tout cas je suis plutôt content parce que cette carte mère me permettra de tester plus tard les Pentium 3 tués latin. Le composant suivant cette fois-ci c'est une carte graphique qui est plutôt belle, il s'agit d'une carte graphique Nvidia qui a été produite par XFX. C'est vraiment dommage qu'ils aient arrêté de travailler avec Nvidia parce qu'ils faisaient des designs que je trouvais vraiment stylés. Le modèle en question est une Nvidia GeForce 275 GTX. On est donc sur une carte graphique plutôt haut de gamme de 2009. Elle était là pour concurrencer les Radeon HD 4890, elles avaient quasiment les mêmes performances pour quasiment le même prix. Ensuite, il y a encore une carte mère en socket 939 qui nous vient de Gigabyte, je vais pas m'étaler plus dessus, elle a rien de spécial et on en a déjà vu pas mal pendant cette vidéo. Ensuite, encore une carte mère, cette fois-ci on est chez Intel sur un socket qu'on n'a pas encore vu. Je reconnais au refroidissement d'Intel, il s'agit du socket 478. Là-dessus, on a eu les premiers Pentium 4 en Willamette qui étaient pas terribles, ensuite on a eu les Northwood qui étaient meilleurs et il y a aussi les processeurs Celeron de la même période qui étaient dessus. C'est une carte mère qui nous vient d'Asus avec un chipset VIA et une connectique en AGP pour la carte graphique. Concernant la RAM, on est sur de la DDR et si je le précise, c'est que sur les premiers Pentium 4 Willamette et le socket 478, on avait parfois de la RAM bus qui était utilisée. Ça a été un énorme échec qui mériterait d'ailleurs que je fasse une vidéo dédiée à ça. Je démonte le refroidissement parce que je suis vraiment curieux de voir ce qui se cache en dessous. Alors ça y est, c'est démonté, j'ai nettoyé la pâte thermique et vous pouvez le voir, il s'agit d'un Celeron à 2,6 GHz. Comme je le disais, les Celerons étaient plutôt l'entrée de gamme Intel, à cette période là on était capable quand même de passer sans problème les 3 GHz sur les Pentium 4 haut de gamme. Pour la suite, il y a plusieurs cartes son qui traînent dans le carton, c'est toujours utile surtout quand on veut faire des vieux PC. Généralement les cartes son sur les cartes mères étaient pas terribles et ça c'est quand il y en avait. Après ce qui m'inquiète le plus avec ce genre de cartes son, c'est pour trouver les pilotes, je sais que par expérience c'est souvent assez difficile. On passe au dernier élément de ce carton, il s'agit d'une carte mère et pour le coup j'arrive vraiment pas à identifier de quel type de carte mère il s'agit. C'est compliqué à identifier parce qu'on a une carte mère Asus avec un chipset Nvidia, c'est dur à dire de quoi il
il s'agit. Allez, le mieux pour savoir de quoi il s'agit, c'est de retirer le ventirad. Le système de fixation me fait beaucoup penser à de l'AMD, on va vérifier ça. On est bien sûr de l'AMD, il s'agit d'un socket A, donc appelé aussi le 462. J'en ai déjà parlé, c'est celui pour les Athlon XP, et cette fois-ci on a un processeur Sempron 2600+, qui est cadencé à 1800 MHz. Cette carte mère en micro ATX pourrait me permettre de faire un petit PC du début 2000. Vraiment un grand merci à Jeffrey, il s'est pas moqué de moi, il y a beaucoup de choses très intéressantes et j'espère que tout ça fonctionne. Dans ce qu'il a déposé chez mon frère, il y avait aussi 2 PC qu'on verra en fin de vidéo et notamment le plus ancien des 2 que je vais tester. On continue le déballage avec les composants que j'ai achetés par mes propres moyens et vous allez voir, il y a des choses intéressantes là aussi. Donc vous l'avez vu, j'ai eu plein de cartes mères de début 2000 et je me suis dit que pour accompagner tout ça, il fallait de la RAM qui envoie, donc j'ai pris de la DDR un peu particulière. Il s'agit de barrettes mémoire qui nous viennent de Corsair, c'est la gamme Pro Série. C'est vraiment des barrettes en DDR qui sont haut de gamme, cadencées à 400 MHz, je crois que c'était la fréquence la plus élevée en DDR. Et surtout, le côté jackie de ces barrettes, c'est que sur le dessus, on a des LED qui nous font de l'éclairage. C'est vraiment un concept qui est très en avance sur son temps, à ma connaissance, c'est peut-être même les toutes premières barrettes qui proposent de l'éclairage sur le dessus comme ça. Et je sais pas si c'était volontaire de la part de Corsair, mais sur les dernières DDR5 Corsair Dominator, on retrouve du RGB qui me fait beaucoup penser à ces barrettes là, avec des petits carrés lumineux sur le dessus des barrettes. Ça m'étonnerait pas que ce soit un hommage à ces toutes premières barrettes de DDR qui avaient ce genre d'éclairage là. De ces barrettes, j'ai réussi à en avoir 4 x 512 mégaoctets, ce qui nous fait 2 Go au total. Ça paraît pas énorme, mais pour un PC de début à milieu année 2000, c'est suffisant. En plus de ça, j'en ai eu pour 30 € pour ce lot de 4 barrettes. Je vous montre le prix de seulement 2 barrettes, ce qui nous donnerait 1 Go. On tourne plutôt autour de 60 voire 70 €. Donc vraiment, j'ai eu un très bon prix. En plus de ça, c'est des barrettes qui sont assez rares. L'image que je vous montre, c'est les seules que j'ai trouvées sur eBay à l'heure actuelle. En tout cas, j'ai vraiment hâte de les tester. On passe ensuite sur une carte mère neuve en socket 939 et un processeur Pentium 4. C'est un abonné qui s'appelle John qui me l'a vendu, on s'est mis d'accord sur un prix que je trouve plutôt convenable et on va voir de quoi il s'agit tout de suite. On attaque avec le processeur, il s'agit d'un Pentium 4 en PGA 478 sous micro-architecture Northwood. Il est cadencé à 3,2 GHz et je crois qu'il fait partie des Pentium 4 qui sont hyper tradés. Pour ceux qui ne savaient pas, l'hyper trading est arrivé en tout premier sur les Pentium 4. Mais à l'époque, l'intérêt était plutôt limité, c'était plutôt dédié à de l'applicatif. Pour la suite, on passe sur une carte mère neuve en socket 939. Son principal intérêt, c'est tout simplement qu'elle est neuve. Elle est en micro ATX, elle nous vient d'ASRock, elle a rien d'exceptionnel. Un détail qui m'a un petit peu fait tiquer, c'est que sur la boîte, elle est notée comme compatible pour le Crossfire X hybride, sauf qu'on est sur une carte mère qui n'a qu'un seul port PCI Express, alors va falloir m'expliquer comment on fait. En tout cas, c'est toujours sympa de mettre la main sur des composants d'époque qui sont neuves, c'est plutôt rare et ça fait toujours plaisir. Pour le Crossfire hybride, je suis allé voir sur la dock de la carte mère et visiblement, effectivement, il est possible de faire un Crossfire hybride, mais c'est assez particulier. Il y a un truc qui se fait plus vraiment, c'est que la carte mère embarque un chipset graphique AMD. Et a priori, il est possible de faire un Crossfire hybride avec une Radeon HD 2400 ou encore une 3450. Ça me surprend pas mal, ça me donne beaucoup envie d'essayer, parce que ça voudrait dire qu'on fait un Crossfire sans le pont Crossfire, donc ça risque d'être un peu spécial. En plus, on est plutôt sur du bas de gamme en termes de carte graphique, donc je vois pas vraiment l'intérêt que ça a. Mais comme tout ce qui n'a pas grand intérêt, ça me donne vraiment envie de tester. On passe maintenant à un lot de cartes graphiques que j'ai eu pour 20 € sur le bon coin, donc vraiment c'est plutôt intéressant. Malheureusement, elles n'ont pas l'air d'avoir été stockées dans de très bonnes conditions, vous allez voir, elles sont pas en super état. On commence par une GeForce 9500 GT qui est en très mauvais état. Visiblement, elle a pris le haut, le ventilateur a rouillé et il ne tient plus du tout, ça me donne même pas envie de la tester. De toute manière, c'est une carte qui est pas très intéressante. On passe à la suite. Ensuite, une GTX 550 Ti qui a l'air en meilleur état, malgré tout, il faudra la tester. C'est une carte milieu de gamme de 2011, j'ai pas beaucoup plus à dire, on passe à la suite. On passe maintenant à ce qui m'a vraiment intéressé dans ce lot, il s'agit de ce Ventirad Arctic Cooling Twin Turbo 2. Ça m'intéresse parce que pour ceux qui connaissent pas, il y a eu une époque où on avait des Ventirad custom pour carte graphique. Là je l'ai démonté hors caméra, il était sur le PCB que vous voyez derrière, il s'agit d'une 8800 GTS. Et le principe, vous l'aurez compris, c'est-à-dire qu'on avait une carte graphique qui chauffait un petit peu trop, et on pouvait changer le Ventirad pour mettre ce genre de truc. Il n'y a pas que Arctic qui proposait des Ventirad pour carte graphique, il y avait aussi Zalman qui en avait fait. C'est quelque chose qu'on ne voit plus, généralement c'est des water cooling custom que l'on peut mettre sur les cartes graphiques, mais des Ventirad custom, ça existe plus vraiment. Même s'il n'est pas en super état, ça me permettra de voir si ça apporte un gain intéressant en vidéo. Des 8800 GTS, il y en avait 3 dans ce lot, il y a celle qui est avec le PCB à nu qu'on vient de voir, il y a celle que vous voyez maintenant qui est une Gainward qui est pas en très bon état, et il y a aussi cette Asus qui est vraiment pas en très bon état elle non plus. Visiblement elles ont pris l'humidité, donc vraiment ça me donne pas trop d'espoir quand on connaît
comprenez les problèmes de soudure BGA qu'on avait sur cette génération. Après c'est pas grave, j'en ai déjà 2 fonctionnels qu'on a déjà vu en vidéo sur la chaîne. Carte suivante, une GTX 570 qui est pas en super état elle non plus, j'espère qu'elle fonctionnera. Le modèle en question a été fabriqué par Club 3D, un fabricant qui a disparu, c'est une carte graphique qui nous vient de toute fin 2010. La GTX 570 je pense que vous connaissez, c'est pas un modèle si vieux que ça, elles font partie des cartes haut de gamme d'Nvidia de l'époque. Voilà pour les composants que j'ai achetés moi-même, on passe maintenant aux 2 PC que Jeffrey m'a envoyé. On commence par le PC prémonté Asus, celui-ci je vais pas le tester parce que dans l'échange de mails que j'ai eu avec Jeffrey il m'a prévenu qu'il y avait un problème sur l'alimentation. Je vais simplement regarder ce qui se cache dedans et vous le voyez déjà en façade on a 2 lecteurs CD. Ce qui est positif c'est qu'il s'agit d'un PC Asus, donc il y a de grandes chances qu'on ait des composants qui nous viennent d'Asus plutôt que des composants non-name. Ça se voit que c'est du prémonté, le montage est vraiment pas propre. Comme je le pensais on a bien une carte mère Asus, juste au refroidissement je me doute qu'on est en socket 478 et quand on voit la gueule de la carte graphique c'est un PC qui a l'air dédié à de la bureautique donc je pense qu'on a un processeur Celeron là-dessous. Je vais rapidement démonter le refroidissement pour confirmer ça. Vraiment ce système de clips pour les Pentium 4 c'est pas terrible. Allez c'est retiré, j'enlève la pâte thermique hors caméra et je vous montre de quoi il s'agit. Étonnamment la pâte thermique a l'air encore correcte. Concernant le processeur il s'agit d'un Celeron comme je le pensais et il est cadencé à 2,66 GHz. Concernant la carte graphique j'ai regardé sur internet et c'est pas terrible. Il s'agit d'une Radeon 9250 et comme je le disais c'est vraiment orienté bureautique. En plus de ça bureautique de 2003-2004 il y a vraiment pas grand chose à en faire. On passe maintenant au PC suivant et rien qu'à sa tête on voit que c'est un PC de la fin des années 90. 2 étiquettes, une pour les Pentium 3, ensuite une pour Windows 98 et ça sent très bon, le processeur cartouche je les adore. A priori il vient de la marque Getaway, c'est pas une marque que je connais particulièrement mais j'ai déjà vu 1 ou 2 vidéos dédiées au rétro hardware là-dessus. On est bien sur un processeur cartouche, ça fait vraiment plaisir. On est donc sur une carte mère en slot 1. Un truc que je remarque c'est que le système de refroidissement a l'air assez particulier. Le seul ventilateur c'est celui de l'alimentation et il y a une espèce de carénage qui vient aspirer l'air directement depuis le processeur. On n'est pas sur des composants qui chauffent beaucoup mais je trouve ce système pas terrible. En tout cas je vais le démonter pour essayer de voir quel Pentium 4 on a là-dessous. Maintenant que c'est retiré je vais rapprocher la caméra pour que vous puissiez voir. On est sur un Pentium 3 cadencé à 500 MHz, c'est pas énorme. Mais j'ai un bon petit stock de Pentium 3 à 850 MHz, je pense que j'en mettrai un là-dessus. En tout cas j'ai très envie de le tester dans cette vidéo, donc petite séquence d'upgrade de ce PC et on se retrouve après pour le test. L'upgrade est terminé, ça devrait lui donner un bon petit coup de boost. Il y a 2-3 choses que j'ai fait hors caméra. Pour commencer, j'ai retiré la plaque obturatrice à l'arrière pour avoir un meilleur flux d'air et j'ai ajouté un ventilateur à l'avant. Ça donnera un meilleur flux d'air étant donné que j'ai mis des composants qui tirent un petit peu plus. J'ai aussi entièrement démonté le boîtier pour pouvoir le nettoyer et j'ai aussi fait un bon dépoussiérage. J'ai refait le cable management pour que ce soit un peu plus propre et j'ai changé un des 2 lecteurs CD étant donné qu'il n'arrive pas à lire les CD. Et voilà le résultat. Ça fait bien plus propre, ça fait vraiment plaisir. Je vais vous parler de ce que j'y ai changé. Vous l'avez vu, j'y ai ajouté de la RAM, j'ai changé le processeur aussi pour passer sur un Pentium 3 Coppermine cadencé à 850 MHz. Ça lui donnera un petit coup de boost et pour la carte graphique, vous l'avez vu, j'ai mis la GeForce 256 DDR. La TI 9200 aurait largement fait le travail, mais ce qui me dérange, c'est que c'est pas une carte graphique d'époque de ce PC. Avec cet upgrade, ça nous donne vraiment un très bon PC de la toute fin 90. On va maintenant le tester parce que un petit peu comme tous les gosses qui reçoivent des nouveaux cadeaux pour Noël, et ben je suis vraiment pressé de voir ce que ça donne. La bonne nouvelle c'est que tout fonctionne parfaitement et ça fait vraiment plaisir. J'ai gardé le système d'exploitation qui était installé sur le disque dur mais hors caméra j'ai supprimé tous les fichiers personnels de l'ancien propriétaire. Concernant le système d'exploitation, on est sur une version XP modifiée que je connais pas du tout. Une version nommée LSD, visiblement c'est une version optimisée de XP, ça fonctionne pas trop mal donc j'ai décidé de la garder.
Il est maintenant venu le temps de choisir un jeu pour tester ce petit PC, et je pense que ceux qui me connaissent savent déjà quel jeu je vais choisir. On va bien sûr prendre le tout premier Half-Life. Il est contemporain à ce PC, et en plus de ça, c'est malgré tout un jeu qui est assez exigeant pour l'époque. Et vraiment, j'ai une satisfaction énorme à pouvoir tester ce jeu sur un PC d'époque. Vraiment, ça fait incroyablement plaisir. Je lance donc une nouvelle partie sur Half-Life et on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Ça fonctionne, c'est plutôt fluide, mais malheureusement, vous le voyez, j'ai quelques petits artefacts graphiques. Et comme souvent avec le vieux matériel, je pense que c'est tout simplement que je n'ai pas les bons pilotes. J'ai les pilotes qui m'ont été installés par défaut par Windows, étant donné que j'ai essayé d'installer des pilotes que j'ai trouvés sur le net dédiés à la 256. Malheureusement, les pilotes fonctionnaient pas très bien, c'était injouable, on était plutôt sur un mode diapo qu'un jeu vidéo. Donc c'est pas très grave, j'ai changé la carte graphique. Ça tombe bien, j'en ai une en stock que je voulais tester depuis un petit moment déjà. La carte en question, la voilà, il s'agit d'une ATI Radeon 7500 qui est sortie en 2001. Elle est un peu plus récente que le PC, mais étant donné que c'était une carte milieu de gamme de 2001, ça m'étonnerait pas qu'on en ait eu quelques-unes qui tournaient avec des Pentium 3 en format cartouche tel que celui-ci. En tout cas, l'avantage avec cette carte graphique, c'est que j'ai réussi à trouver les bons pilotes et ça fonctionne vraiment très bien. Et je me répète, mais vraiment, quelle satisfaction de pouvoir jouer à ce jeu dans les conditions de l'époque. Un écran CRT ou plus communément appelé cathodique, ça aurait été plus sympa. Mais bon, à la maison, je manque un petit peu de place, donc pour l'instant, cet écran 4 tiers plat fera largement le travail. En tout cas, ça suffira pour le test de ce PC. Vous le voyez, il fonctionne plutôt bien. Je vais pas en montrer beaucoup plus, j'ai déjà montré beaucoup et je compte sûrement faire une vidéo dédiée sur ce PC là. En tout cas, il me servira sûrement pour pouvoir tester les cartes graphiques des années 90, notamment les cartes accélératrices. Je commence à en avoir 2-3 en stock, donc ça sera sûrement l'objet d'une future vidéo. Vraiment, je suis très content que ce vieux PC fonctionne. En plus, ça faisait longtemps que je voulais faire un PC avec des processeurs cartouches, que ce soit les Pentium 2 ou même les Pentium 3 comme il y a sur celui-ci, ou même des processeurs Athlon en format cartouche. Je pense que ce PC, on le verra dans une future vidéo nouvelle config dans laquelle je testerai plusieurs cartes graphiques en AGP. Et d'ailleurs, dans la globalité des composants qu'on a vus dans cet unboxing, ça me donne beaucoup envie de faire tout un tas de nouveaux PC. Notamment des PC de la première moitié des années 2000, j'ai beaucoup de cartes de cette époque là qui vient d'arriver, donc vraiment on va pouvoir faire pas mal de choses. On arrive à la fin de cette vidéo unboxing qui était plutôt longue, et si vous l'avez regardé en entier jusqu'à maintenant, et ben un grand merci à vous. Si vous avez envie de m'aider pour le référencement de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un hashtag. La dernière fois ça avait pas trop mal marché, donc si vous avez envie de m'aider pour le référencement de la vidéo, n'hésitez pas à mettre hashtag unboxing dans les commentaires de la vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas aussi de mettre le pouce en l'air ou encore de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Faites aussi un tour sur le lien Linktree que je mets en description à chaque fois. Il y a les réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou les autres. Il y a aussi le Discord, n'hésitez pas à faire un tour dessus, on s'entraide, on parle hardware, c'est toujours sympa. Je vous mets aussi le lien que ce soit pour le site PC Boost ou le forum Rétro Hardware qu'ils ont ouvert il y a pas longtemps. N'hésitez pas à y faire un tour, comme je l'ai dit, Conrad est lui aussi un passionné de Rétro Hardware et ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien de gens qui sont aussi passionnés que moi. Bref, on arrive à la fin, donc prenez soin de vous et comme d'habitude, on se retrouve dans la prochaine vidéo.